Jean, et je suis ravie d'accueillir Léo Jardil-Réache, qui est maître de conférence en statistique à l'Université de Bordeaux. Il étudie les paradoxes qui ont trait aux probabilités, aux statistiques, à la théorie des jeux et même à la philosophie analytique. Il a une excellente chaîne YouTube que je vous recommande. Il a écrit de nombreux articles sur tous ces sujets dans le magazine Tangente en particulier, et un livre au moins. Et aujourd'hui, il va nous parler de paradoxes autour du principe d'indifférence. À toi, Léo. Merci beaucoup Isabelle, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Effectivement, alors je remercie les organisateurs de Matangine de m'avoir proposé de donner une conférence. En réfléchissant au sujet, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas défendu le principe d'indifférence. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui autour d'un certain nombre de paradoxes. Alors vous avez en première page la photo de Keynes qui a énoncé ce principe. On va y revenir évidemment. C'est parti. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Hop. Alors au programme, on va commencer par lancer une pièce et se poser des questions très simples. Alors ce que j'espère, c'est que il y aura éventuellement au fur et à mesure de l'exposé des questions. Donc vous n'hésitez pas à interagir sur le chat que j'ai à côté de moi, que je pourrais regarder pour voir éventuellement vos réponses, en particulier aux questions que je vous poserai. Et puis évidemment, vous pouvez aussi poser des questions au fur et à mesure de l'exposé. On les traitera soit au fur et à mesure, soit à la fin. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à interagir. Alors, on lancera des pièces, on ira voir dans une usine qui fabrique des cubes en fer. On ira se promener aussi dans un jardin public où des gens vont s'asseoir sur des bancs. On ira faire un tour sur un cercle pour voir comment on peut lancer des cordes ou tracer des cordes au hasard. On aura quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. On essaiera de mélanger du vin avec de l'eau, mais on verra que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et puis on ira dire bonjour à la Belle au bois dormant. Voilà le programme. Alors, on va commencer. Donc voilà, première question, je lance une pièce, quelle est la probabilité qu'elle tombe sur pile? Alors répondez pas tout de suite là pour l'instant, mais je vous dis, je vous annonce que c'est un problème relativement délicat. Alors maintenant, je lance une pièce, elle tombe sur pile, je relance la pièce. Quelle est la probabilité qu'elle tombe à nouveau sur pile? Là, de mon point de vue, on a affaire à un problème encore plus délicat. Enfin, peut-être plus simple, je lance une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité qu'elle tombe sur pile? Eh bien là, c'est facile. La réponse est dans la question. Jusqu'ici, c'est assez clair. On y va. Alors, évidemment, ça ne marche pas les flèches. Je vais par là. Alors, le problème quand je lance une pièce et que je me pose la question de savoir quelle est la probabilité qu'elle tombe sur pile, c'est qu'en réalité, j'en sais rien si la pièce est équilibrée ou pas. Et dans ces conditions, la question qu'il faut se poser, c'est quelle probabilité est-il rationnel d'attribuer à ce problème? Alors, il y a une attitude qu'on peut comprendre, hein, qui consiste à dire, bah, à partir du moment où je ne sais rien de la pièce, bah, je ne peux attribuer aucune probabilité. Donc ça, c'est effectivement une réponse possible, mais comme dirait Cyrano de Bergerac, ça me semble un petit peu court. Et en l'occurrence, je peux appliquer ce qu'on appelle le principe d'indifférence. Alors, ce principe d'indifférence, donc, il est énoncé par Keynes en 1921 dans un livre qui s'appelle Treatise on Probability, et il est précisément le suivant. Les mots sont importants, vous allez voir avec quelle généralité il énonce son principe. Donc, s'il n'y a aucune raison connue pour attribuer à notre sujet une alternative plutôt qu'une autre, parmi plusieurs alternatives possibles, alors ces alternatives ont une probabilité égale relativement à notre connaissance. Des probabilités égales doivent donc être assignées à chacun des différents arguments, s'il n'y a pas de raison de leur assigner des probabilités différentes. Ce qui est important ici, c'est qu'on a un principe extrêmement général. De mon point de vue, je pense que ça pourrait devenir un axiome d'une théorie, mais ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, voilà, on est sur un principe extrêmement général, sur le principe d'indifférence, et le principe d'attribuer des probabilités égales, tant qu'on n'a aucune raison, d'attribuer des probabilités inégales. Alors, revenons à notre problème de la pièce. Et bien clairement, ne connaissant pas la pièce, sachant qu'elle a deux faces évidemment, donc il y a deux issues possibles, et bien le principe d'indifférence me dit d'appliquer une probabilité de 1,5 à chaque face.
La question qu'on va se poser, évidemment, c'est quelle est finalement la signification de cette probabilité? Bien, ce qui est clair, c'est que c'est certainement pas une vérité. Alors, quelle est la vraie probabilité de la pièce? On verra que déjà définir ce que c'est qu'une probabilité, on peut lui donner plein de sens. Mais ce qui est sûr, c'est que en plus de ne pas être une vérité, c'est certainement pas une fréquence limite. C'est-à-dire, on n'a pas lancé la pièce un grand nombre de fois, on a observé une fréquence et on pourrait associer à cette fréquence une probabilité. Donc, c'est autre chose. Ben, en réalité, c'est quoi? Ben, c'est juste une estimation. Donc, on estime, en fait, en fonction des connaissances que l'on a au moment où on prend cette décision d'attribuer des probabilités, on obtient une estimation via le principe d'indifférence. Donc, en fait, c'est en fonction de l'état de vos connaissances que vous avez, si vous avez besoin d'attribuer une probabilité unique, alors c'est bien un demi que le principe d'indifférence vous propose d'attribuer. Voilà. On peut aussi considérer qu'on pourrait proposer une probabilité plus large, un intervalle de probabilité, des choses comme ça, mais là, en l'occurrence, le principe d'indifférence, il vous dit de mettre un demi sur chaque côté de la pièce. Alors, avançons un tout petit peu, je lance une pièce, elle tombe sur pile. Ça, pardon, je lance une pièce, quelle a la probabilité qu'elle tombe sur pile? On a fait. Là, je lance une pièce, elle tombe sur pile, je relance la pièce, quelle est la probabilité qu'elle retombe sur pile? Ben, le problème est un petit peu différent parce que là, pour le coup, on a une connaissance supplémentaire. Clairement, on a l'information qu'on a lancé la pièce une fois, qu'elle est tombée sur pile. Donc, le problème, c'est que... excusez-moi, j'ai mon chat qui bouge. Pardon. Euh, il y a les gens qui vont dire, bah, écoutez, je ne change rien à mon estimation initiale, j'avais une probabilité de 1,5, j'ai toujours une probabilité de 1,5. La question qu'on peut se poser, c'est comment tenir compte maintenant de cette nouvelle information. Alors, c'est un problème très délicat, et c'est ce qu'on appelle un problème statistique. À partir du moment où vous avez observé un fait, eh bien, et que vous l'utilisez pour faire des calculs, vous faites de la statistique. Alors, petit commentaire quand même, ne pas tenir compte du résultat du premier lancé, ça veut dire rester mordicus sur la probabilité 1,5 initiale, c'est de mon point de vue volontairement se priver d'une information sans avoir de raison particulière. Alors, une des raisons, ça pourrait être que vous ne savez pas comment faire pour utiliser cette information. Pour le coup, on a un certain nombre de personnes qui se sont interrogées là-dessus, et je vous donne trois pistes. La première date plutôt du XXe siècle avec Fisher et le principe du maximum de vraisemblance. Donc si on pose une loi de Bernoulli avec une probabilité inconnue et qu'on applique le principe du maximum de vraisemblance standard, hein, pas bayésien, standard, ben la réponse ce serait 1. Donc l'estimation de la probabilité, ce serait qu'au prochain lancer, la pièce a une probabilité de 1 de tomber sur pile. Alors évidemment, 1, ça aura une certaine imprécision, hein. Ça reste une estimation, et évidemment, il faudra peut-être calculer un intervalle de confiance si on ne veut pas être trop rapide en conclusion. Si on regarde ce qu'aurait répondu ou ce que répond Laplace au 18e, Laplace il a une règle de succession, et il considère avec un calcul, qu'il fait d'ailleurs sur le lever du soleil et la probabilité que le soleil se lève demain, et bien, elle répondrait que la probabilité au deuxième lancer, qu'elle tombe sur la même face qu'au premier, est de 2 tiers. Et puis si on va encore un petit peu plus loin et qu'on regarde les écrits d'Alembert, eh ben, on peut s'apercevoir que lui a finalement une position... Alors, il rejoint Laplace essentiellement, mais il a aussi une position un peu différente en disant que finalement, si la pièce a vraiment cette propension à avoir une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face, ben, si elle est déjà tombée sur pile, elle devrait avoir plutôt tendance à tomber sur face, et on est en mesure de calculer une probabilité. Voilà. De toute façon, ces trois probabilités ne sont pas des vérités, ce sont des estimations. Évidemment, si on répète l'expérience, on aura peut-être quelque chose qui va converger. Ok, vous êtes toujours là, je ne vois pas le chat beaucoup bouger pour l'instant, hein. D'accord? Là, j'espère que vous allez commencer à interagir pour qu'on puisse voir. Donc là, voici le premier paradoxe en réalité, hein. Donc, c'est le paradoxe des bancs publics. Dans un parc, il y a 3 bancs à 2 places. Marc et Sophie vont s'asseoir au hasard. On sent bien le côté vague du au hasard. Et on se pose la question, quelle est la probabilité qu'ils se retrouvent sur le même banc? Et donc là, c'est le principe des paradoxes, hein. D'une manière générale, on va proposer plusieurs raisonnements. Ces raisonnements vont nous paraître raisonnables tous, et du coup, on va tomber sur un problème paradoxal. Plusieurs réponses possibles, alors qu'on espérerait avoir une réponse unique. Donc le premier raisonnement, il est assez simple. Bon, il y a 3 bancs,
Et donc, la probabilité que Marc et Sophie se retrouvent sur le même banc est de 1 sur 3. Deuxième raisonnement, attention, sur chaque banc, il y a 2 places. Donc, si l'un se place quelque part, par exemple ici, sur la... Est-ce que vous voyez ma souris? Je ne suis pas sûr, oui, je pense. Si là, un individu vient s'asseoir là au hasard, eh bien, pour l'autre individu, il reste 5 places, une sur le même banc, 4 sur les autres bancs, donc la probabilité qu'il se retrouve sur le même banc est une chance sur 5. Du coup, on a effectivement un problème, et le principe d'indifférence serait peut-être mis en défaut. Alors, ouais, je vais essayer d'être précis sur l'idée du principe d'indifférence. Le principe d'indifférence, évidemment, il doit pouvoir proposer une attribution unique de probabilité à un problème. Ça, c'est clair. Là, la question, c'est de savoir si les deux raisonnements sont fondés finalement sur le même hasard. C'est-à-dire que s'il y a un hasard et qu'il doit être vraiment respecter le principe d'indifférence, lequel des deux éventuellement le respecte? Si éventuellement les deux le respectent, alors là, on a un vrai souci. Mais là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'éventuellement, il y a un des deux raisonnements qui tient moins bien la route que l'autre au regard du principe d'indifférence? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat éventuellement des petites propositions de réponse par rapport à ce 1 tiers ou ce 1 cinquième? N'hésitez pas. Ou Isabelle, toi, si tu vois des choses, moi pour l'instant sur le chat, je ne vois rien. Non, pour l'instant non plus. Bon, C'est le moment super. de répondre. Vous pouvez deviner, hein, 1 tiers, 1 cinquième. Ok, donc en tout cas, tout le monde m'entend bien, ça c'est bien. Bah, écoutez, j'avance un petit peu, je vais vous proposer la suite du raisonnement. Alors, le principe d'indifférence, et c'est d'ailleurs ce que Borel disait, c'est qu'il va falloir faire très attention dans des situations particulières, hein, un petit peu complexes, un petit peu retors, de la façon dont on va l'utiliser et ce qu'il implique, c'est-à-dire les conséquences du principe d'indifférence. En particulier, il doit y avoir des conséquences en termes de symétrie, en termes d'invariance, en termes d'indépendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a deux réponses qui naïvement font penser que c'est l'application correcte du principe d'indifférence, eh bien, il va falloir vérifier parmi celles-là laquelle, s'il y en a une, ou lesquelles, s'il y en a plusieurs, respectent, on va dire, les conséquences associées à ce principe. Et des conséquences, on va voir qu'il y en a plein, en particulier la symétrie et l'indépendance. Pour un exemple sur les bancs publics, il n'y a aucune raison que l'un des deux personnages ait un hasard ou une façon de choisir différente de l'autre. Sinon, on crée une asymétrie entre les personnes, et à ce moment-là, on impose quelque chose qui n'était pas dans l'énoncé au départ. Là, on a Marc et Sophie vont s'asseoir, on n'a pas Sophie va s'asseoir en premier, puis Marc. Et puis la manière même dont cela va s'opérer. Donc, tout ça pour dire que la réponse 1 tiers correspond à un schéma aléatoire symétrique, où Marc et Sophie ont les mêmes chances de s'asseoir sur un banc donné, et l'un à côté de l'autre. Donc là, il n'y a aucune distinction entre Marc et Sophie. En revanche, si on regarde la réponse 1 cinquième, elle est liée à une dissymétrie des hasards, qui fait qu'une fois que le premier est assis, alors vous pouvez imaginer qu'on met des places de 1 à 6 dans un chapeau, le premier tire un numéro, va s'asseoir, le deuxième tire un deuxième numéro, va s'asseoir. Mais par définition, le deuxième n'aura pas eu le même hasard que le premier. Et donc ça crée une dissymétrie dans la réponse 1 cinquième. Donc de mon point de vue, pour l'instant, Alors voilà, Léo, je oui, ça vois, ça avance. commence dans le Il y a chat. quelques remarques intéressantes. Voilà, ça commence. Sophie peut s'asseoir sur les genoux de Marc? Oui, absolument. Ça compte aussi. C'est pour ça que je préfère le hasard des bancs plutôt que le hasard des places où c'est triste. Ok. Et donc 1 tiers, voilà. En tout cas, de mon point de vue, la réponse dictée par le principe d'indifférence ou en accord avec le principe d'indifférence de ces deux propositions, c'est 1 tiers. Alors, ça m'amène aussi à vous parler 2 secondes du fait que, voilà, comment ça va se passer, les paradoxes autour du principe d'indifférence? Ben, on va avoir un problème, et puis on va avoir éventuellement plusieurs raisonnements, et sur ces raisonnements, il va falloir être capable sur chacun de voir si, oui ou non, il respecte le principe d'indifférence. Et puis s'il y en a plusieurs qui le respectent, éventuellement voir s'il y en a un qui le maximise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on est capable de décider parmi deux propositions? Et si on n'y arrive pas, ben, j'aurai une proposition à vous faire. Donc on va passer, pardon, voilà. Et je rappelle qu'il y a une nécessité, voilà, l'objectif c'est que ce principe d'indifférence, il propose une réponse unique, finale, à la question qui est posée.
Alors, on va passer au fameux paradoxe de Bertrand. Donc là, on est au début du XXe siècle. Donc Joseph Bertrand nous propose le problème suivant. Et, il y avait des grandes discussions hein, sur le concept de hasard, même le concept de probabilité. Est-ce que le hasard existe, le rapport entre hasard et incertitude. Et puis il y a le principe d'indifférence qui s'appelait le principe de raison insuffisante par Laplace déjà au XVIIIe, qui plane au-dessus de tout ça. Et en gros, entre les années 1880 et 1950, là, ça discute très fort. En 1933, on aura la théorie des probabilités de Kolmogorov, théorie mathématique, qui résout certains problèmes, mais pas tous, évidemment. Mais voilà, donc il nous interpelle en disant, on trace au hasard une corde sur un cercle, quelle est la probabilité pour qu'elle soit plus longue que le côté du triangle équilatéral inscrit. Alors, tout petit dessin pour qu'on comprenne. Donc là, vous avez un cercle. En gris, vous avez le triangle ou un triangle équilatéral inscrit. Donc, chaque côté a une certaine longueur. Et l'idée, c'est qu'on va tracer une corde. Donc, une corde, c'est simplement, a priori, avoir 2 points sur le cercle et tracer une corde. Et on se pose la question de savoir si la longueur de cette corde est plus grande ou plus petite que la fameuse longueur du côté du triangle équilatéral inscrit. Et on veut savoir quelle est la probabilité, en traçant une corde au hasard, que cette corde soit plus ou moins longue par rapport à cette longueur du côté du triangle équilatéral inscrit. Alors, José Bertrand propose 3 façons de tracer. Donc, tracer 2 points sur le cercle au hasard. Donc là, l'idée, c'est que sur le cercle, on met un point au hasard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? On met une loi uniforme sur l'ensemble des points du cercle et on tombe sur un point au hasard. On fait une deuxième fois la chose. Ça permet parfaitement de définir une corde et on essaye de voir et de calculer quelle est la probabilité. Alors, les calculs ne sont pas forcément simples, hein, mais mathématiquement, on s'en sort et on trouve que la probabilité recherchée vaut 1/3. Bon, mais il dit, mais bon, si je veux. Ah, en appuyant sur Entrée, ça marche. Si, je peux aussi m'y prendre autrement. Je vais tracer un rayon, donc je prends un rayon, n'importe lequel, hein, on voit bien que ça, on va tourner autour, là, ça n'a pas de souci. Et je choisis sur ce rayon un point au hasard, donc avec une loi uniforme sur l'ensemble des points de ce rayon, ou en tout cas la distance par rapport au centre, si vous voulez. Et du coup, on va venir tracer ensuite la perpendiculaire à ce rayon qui a pour milieu ce point. Bon, ok? Ça marche, ou qui passe par ce point, ce qui est équivalent. Et donc, si on fait cette construction-là, et bien, on fait des calculs derrière, on s'aperçoit que la probabilité, c'est maintenant 1/2. Et puis, on peut faire une troisième méthode. Donc là, on va simplement prendre l'ensemble du disque, on va prendre un point au hasard sur le disque, hein, loi uniforme sur l'ensemble du disque, et puis on va tracer la corde telle que ce point soit l'unique milieu de la corde correspondante. Si on trace un point, il n'y a qu'une seule corde qui va avoir pour milieu ce point. Super, et bien là, dans ces cas-là, la probabilité vaut 1/4. Alors Léo, on a une autre solution sur le chat. Ah, on a une Ça a autre l'air solution. assez Alors, l'autre exceptionnel. solution, c'est quoi? Dis-moi. Alors on a un 2 sur 3π fois la somme des 1 sur n carré. Oui, mais alors ça fait combien? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on fasse le calcul. C'est la somme quoi, infinie? Je pense, ça va faire du c'est quoi? C'est pi 2 sur 6, 2 Oh, sur 3, voilà, c'est compliqué ça. ça va. Ah bon, tu es d'accord Ah! avec ça? Alors, je n'en sais rien parce que moi, je ne suis pas On va là lui demander une pour. démonstration. Mais on pourrait intégrer cette. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est comment, éventuellement, quelle est la construction? Exactement. Parce Comment que, est-ce qu'il est arrivé à la, et oui, RED comment on arrive à cette construction? Mais on va y revenir parce que j'ai un pic qui traîne dans pas longtemps. Rassurez-vous, on va y revenir. Donc, en tout cas, là, 3 propositions. Et la question, c'est éventuellement, est-ce que c'est l'une des 3? Est-ce que c'est les 3 et le principe d'indifférence est vraiment mal? On avance. Donc, ce qui est bien, alors ce qui n'était pas le cas au début du XXe siècle, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des simulations. Donc, vive la simulation probabiliste. Donc, voilà un petit peu, en faisant quelques simulations selon les 3 schémas de hasard, ce qu'on peut observer. Alors, si ce n'est pas très clair pour vous, j'augmente un petit peu le contraste. Voilà. Et là, je me pose, moi, une question très claire, au nom du principe d'indifférence, c'est pourquoi devrait-il y avoir des effets de bord sur un tel problème? Et là, très visiblement, si on va sur la figure du bas, on se rend compte que les cordes sont très concentrées sur les bords, ce qui explique d'ailleurs qu'on a une probabilité de 1/4, hein, parce que plus c'est sur les bords, moins la corde sera longue, que quand même sur le premier schéma, on a quand même une petite concentration sur les bords, et quand on mange le schéma du milieu, ben on a l'impression qu'effectivement, on ne voit rien. Et donc, ça m'amène à la question suivante, pour moi,
et dans le chat, vous pouvez me répondre, de ces trois figures, la première, la deuxième ou la troisième, quelle est celle qui correspond le mieux au mot hasard, puisque clairement, Bertrand nous interroge sur notre perception, notre conception du mot hasard. Alors, n'hésitez pas. Et en fait, ça va s'afficher avec du décalage, mais j'ai pas de souci, donc je vous spoil pas si je continue. Alors, moi, je suis sur la réponse qui est celle de Ça vote Borel sur le aussi. 2 Hein. aussi. Hein. Sur le chat, ça vote sur le 2. Ouais. Bon, c'est la réponse de Borel, c'est la réponse qui, moi, me paraît assez naturelle au regard du fait que je ne vois pas au nom de quelle raison on devrait avoir des effets de bord dans ce problème-là. Bon, je comprends pourquoi, mais ça m'embête. Et ce que je vous propose, c'est d'aller regarder quand même un vieux problème qui s'appelle le problème des aiguilles de Buffon, parce que dans le problème des aiguilles de Buffon, on ne s'est pas posé la question comme ça. On y va, on est parti. Alors, dans le problème des aiguilles de Buffon, c'est très simple. Hein. On a un parquet avec des lames de parquet. On espère que le parquet est bien lisse quand même. Et puis, on jette des aiguilles. Voilà. On les lance vraiment en l'air, à cœur joie, et on les jette. Et on s'interroge, comme le fait Buffon, sur la probabilité qu'une aiguille vienne couper une lame de parquet. Donc, par exemple, celle-là ici, elle ne coupe pas. Voilà. Celle-là, elle coupe. Celle-là, elle coupe. OK? Donc, quelle est la probabilité qu'une aiguille coupe une lame de parquet? Alors, je vais assez vite, mais il développe une théorie où finalement, à un moment donné, il dit on va supposer qu'il y a un angle qui suit une loi uniforme sur 0 pi sur 2. On va supposer qu'ensuite, il y a un R qui est un réel, qui est la distance du centre de l'aiguille, par rapport à la lame la plus proche, qui suit aussi une loi uniforme, et on obtient une probabilité de 2 sur pi. Peut-être qu'on retrouve le pi qu'on a vu dans le chat. Là, dans cette problématique-là, il n'y a pas de plusieurs réponses. Il n'y a qu'une proposition de modélisation. Peut-être qu'on aurait pu en proposer d'autres. Mais il se trouve quoi? Il se trouve qu'en faisant l'expérience, c'est-à-dire que quand on prend physiquement tracer des cordes au hasard sur un cercle, c'est compliqué. Et on comprend bien qu'il va falloir un schéma probabiliste pour les tracer et que le schéma définira la probabilité. En revanche, là, on prend les aiguilles, on les lance à cœur joie, on compte la fréquence, et quand on a une longueur, là pour être précis, hein, quand on a des aiguilles pile poil de la longueur des lames de parquet, eh bien on tombe sur une valeur qui est proche de 2 sur pi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, la réponse à la question de Buffon, ça semble être 2 sur pi et qu'il n'y en ait pas d'autre. Voilà, si vraiment on lance les aiguilles au hasard. Et alors ça m'amène à avoir une petite proposition qui consisterait à faire que, bah, écoutez, vous lancez vos aiguilles. Ah pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Je suis désolé. C'est Bon, une ça question va. pour ton exposé. Hein? Je n'avais pas anticipé ça. C'est bon, ça va passer. Euh, je vais le couper, excusez-moi. Je pense qu'il y a 2 personnes au monde qui ont ce numéro, mais c'est tombé dessus. Alors, pardon, je reprends mes esprits. Voilà, je vous propose donc de venir poser le cercle une fois que vous avez lancé les aiguilles et de définir évidemment les cordes en faisant les prolongements des aiguilles qui sont en contact avec le cercle. Bon, et si vous faites ça, vous ne serez pas étonné de tomber sur une image qui va ressembler exactement à celle qu'on a pour le cas numéro 2 du paradoxe de Bertrand, et donc qu'on retombe sur cette probabilité de 1,5. En tout cas, si on procède à ce schéma de cette manière-là. Donc vous voyez, vous pouvez aussi faire du hasard sans vous concentrer sur le cercle. Voilà, je penche pour 1,5. Ça m'arrivera d'autres fois, vous verrez. Euh, alors, on en arrive à... Alors là, on est très récemment. Hein. Là, c'est un problème qui date d'il y a quelques années, c'est 1990. Bas van Frassen qui nous propose une usine qui produit donc des cubes de fer dont on a l'information que l'arête est inférieure ou égale à 2 cm. C'est tout ce qu'on sait. Et on nous dit quelle est la probabilité qu'un cube ait une longueur inférieure ou égale à 1 cm, étant donné qu'elle a été produite par cette usine.
Alors, je vous laisse répondre éventuellement un peu sur le chat, mais on le sent, hein, voilà, hein, on est entre 0 et 2, et là on demande quelle est la probabilité qu'on soit entre 0 et 1. Oui, a priori, on va avoir une probabilité de 1,5. En tout cas, une application naïve du principe d'indifférence nous propose la réponse 1,5. Alors, le principe d'indifférence, juste un mot, hein, c'était pour les cas discrets, où on a des alternatives, a priori en nombre fini, et donc discrètes. Là, on passe à un cas continu. Voilà, c'est un peu différent, mais c'est pas. Alors, c'était le cas pour les cordes de Bertrand d'ailleurs, hein, mais voilà, là, on a une loi uniforme. Cas continu, le principe d'indifférence peut, euh, peut s'appliquer, ou en tout cas, on peut réfléchir à comment l'appliquer. Ok, mais il y a un problème. Parce que si on vous donne l'information qu'un cube a une longueur d'arête inférieure ou égale à 2 cm, c'est complètement équivalent à vous dire que ce cube, il a une aire de face inférieure ou égale à 4 cm. Et c'est complètement équivalent à dire que le volume du cube est inférieur ou égal à 8 cm. Cube, hein, carré cube, pardon. Et du coup, bah, finalement, vous vous retrouvez face à 3 probabilités. Soit vous considérez les arêtes et c'est 1,5, soit vous considérez les surfaces et c'est 1/4, soit vous considérez les volumes et c'est 1/8. Et ça se contredit. Voilà, c'est ou 1,5 ou 1/4 ou 1/8. Ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci, pourquoi? Parce que clairement, là, je ne vois pas du tout qu'est-ce qui pourrait me faire pencher pour l'un des trois. Je ne vois pas. On peut avoir des théories, hein, mais vous allez ajouter de l'information. Là, vous allez avoir des théories sur oui, mais c'est un liquide qui coule, donc c'est plutôt du volume. Ok. Alors, essayons de répondre sans ajouter de l'information ou des choses qui pourraient être discutables. Qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est que finalement, il y a une première théorie qui nous dit que la probabilité que la longueur d'une arête, et je me mets ici dans le cadre où j'écris les fonctions de répartition, donc la probabilité que la longueur soit inférieure ou égale à x cm, ça c'est simplement égal à x sur 2 entre 0 et 2. Pour la surface, la probabilité que cette surface soit inférieure à x carré centimètre, hein, x c'est toujours la longueur du côté, ça c'est égal à x2 sur 4. Et puis pour le cube, c'est facile, c'est x3 sur 8. Si je n'ai aucune raison de privilégier l'une de ces théories plutôt que l'autre, je dois affecter à chacune de ces théories une probabilité de 1/3. C'est le principe d'indifférence. Si j'affecte à chacune de ces théories une probabilité de 1/3, j'obtiens une fonction de répartition qui est celle-ci. La fonction de répartition du principe d'indifférence du problème du cube, ayant identifié les différents raisonnements. Ces différents raisonnements, je ne suis pas capable d'en choisir un plutôt qu'un autre. Je fais la moyenne. En tout cas, je probabilise chacune de ces théories. Ça donne un résultat. Donc, on peut tracer les 3 courbes sur un même graphique. Hein. Soyez pas choqués, voilà, c'est les 3 courbes sur un même graphique, mais avec les bons axes. Mais du coup, il faut faire des changements un peu d'équation. Mais du coup, la réponse à la question, c'est la réponse 7 sur 24. Et que vous preniez la distribution en longueur, la distribution en surface ou la distribution en volume, vous obtenez bien la réponse 7 sur 24, évidemment, puisqu'on a fait la moyenne. Donc, voilà une proposition de réponse pour la question du cube de Van Frassen. Alors, je regarde, j'ai encore 5-6 minutes, peut-être. Alors j'en arrive à un vrai problème de conscience, c'est a-t-on le droit de faire cette expérience qui consiste à mélanger du vin avec de l'eau? Moi étant bordelais, je pense qu'on ne peut pas. Mais bon, ça s'appelle les expériences de pensée, hein, vous l'avez compris, souvent avec les paradoxes, on est sur des expériences de pensée, donc mettons-nous dans l'expérience de pensée. Que quelqu'un a décidé de faire un mélange de vin et d'eau, et que l'information qu'il nous donne, puisque lui, il a fait le mélange, c'est qu'il se trouve que le rapport vin-eau est compris entre 1/3 et 3. Vous voyez que si le rapport vin-eau est compris entre 1/3 et 3, le rapport eau-vin est aussi compris entre 1/3 et 3. Et il nous demande, très gentiment, quelle est la probabilité que le rapport en volume, vin-eau, soit inférieur à 2. On peut toujours trouver la question ridicule. Mais le problème, c'est que c'est une attaque envers le principe d'indifférence. Et que là, il faut essayer aussi de défendre le principe. Donc, typiquement, c'est l'énoncé. Voilà, selon le principe d'indifférence, il semble que nous devions mettre une loi uniforme continue sur le rapport vin-eau. Absolument. C'est l'application première du principe d'indifférence.
Donc, je mets une loi uniforme, et du coup, je peux calculer la probabilité, alors la fonction de répartition et la probabilité que le rapport 20O soit inférieur ou égal à 2, et la réponse, c'est 5 sur 8. Très bien. Je suis désolé, ouais, je regarde pas trop le chat en ce moment. On fera le point à Je la fin voulais si faire un vous petit voulez. bilan à la fin plutôt là. Ouais, je pense que ce sera plus simple. 5 sur 8, parce qu'en plus, il y a un vrai décalage. Bon, bah super, on a fini. La réponse est 5 sur 8. Malheureusement, mais pourquoi on n'aurait pas mis, alors il y a quelqu'un qui lève la main, mais pourquoi on ne mettrait pas une loi uniforme sur le rapport O20? Il n'y a pas de raison qu'on le fasse sur le rapport 20O et pas sur le rapport O20. Ok. Bah, dans ce cas, on peut voir où on va. Alors le problème, c'est qu'en regardant où on va, eh ben, on arrive à une autre réponse, qui est maintenant 15 sur 16. Bon, donc on a affaire à deux raisonnements, application du principe d'indifférence. Problème, l'un donne 5 sur 8, l'autre donne 15 sur 16. Trouvons une solution. Alors, la première solution, on l'a vu juste avant. Bah, on a dit, moi je ne sais pas s'il vaut mieux faire l'un ou l'autre, faisons la moyenne. Ok, c'est parti, on fait la moyenne, on calcule une fonction de répartition, vous l'avez ici, et surtout la probabilité que l'on veut, que l'on cherche, bah là pour le coup ce sera 25 sur 32. C'est la moyenne a priori des deux autres. Ok. Alors il y a des auteurs quand même qui ont travaillé sérieusement la question. Il y en a un qui s'appelle Michelson, on est en 2004, et donc lui, ça fonctionne un peu toujours de la même façon, hein. Il propose une façon de constituer le mélange. Voilà, on met de l'eau, du vin avec certaines lois, et du coup on calcule la loi finale et la probabilité associée. Donc là, voilà, Michelson nous propose un calcul, une réalisation physique du mélange, et il obtient la probabilité 5 sur 6. On ne l'a pas croisé encore. Alors, Burok, alors il a une technique plus sophistiquée qui fait intervenir du coup des arcs de courbes 1 sur x, et il en arrive à une équation de la fonction de répartition qui est un petit peu complexe, un rapport de deux intégrales, et il obtient une probabilité, pour le coup, approchée de 0,76. Très bien. Je vous propose d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble tout ça, parce que la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est ces distributions-là, ces distributions, elles ressemblent à quoi? Alors, en probabilité, si vous regardez une fonction de répartition, bah, ça part toujours de 0, ça arrive à 1, c'est pas très intéressant visuellement. Il vaut mieux travailler avec la densité, qui est la dérivée de la fonction de répartition, parce que là, on a plein de formes possibles. Et ça nous informe beaucoup plus sur finalement de quoi on parle. Alors, on va aller jeter un coup d'œil sur ces densités de ces trois propositions de solutions à la question du mélange vin. Et moi, je les regarde et j'ai un souci. Mon souci, c'est que je m'attendais à voir quelque chose d'un variant, de symétrique, de indépendant. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, la densité en 0, bah, ce n'est pas la même que la densité en 3. Si je suis symétrique des deux volumes, je dois a priori avoir le même résultat au départ et à l'arrivée. Et en réfléchissant à un certain nombre de problèmes de ce type-là, de symétrie, etc., on arrive à définir relativement précisément un certain nombre d'attentes du principe d'indifférence. C'est-à-dire, votre réponse, si elle respecte le principe d'indifférence, elle doit vérifier ça, elle doit vérifier ça, elle doit vérifier ça, elle doit vérifier ça. On fait la liste, la checklist. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais plutôt rentrer dans le détail des deux dernières pour l'instant. Donc, f de 1 tiers égale f de 3, c'est vraiment l'idée qu'au départ et à l'arrivée, la densité, elle doit être égale. Et à ce moment-là, on se dit, mais à quoi elle doit être égale? Elle n'a aucune raison d'être égale à un nombre 0,2, 0,1. Elle n'a aucune raison. Il faudra que, de toute façon, l'intégrale fasse 1. Mais la seule valeur qui peut être remarquable, c'est 0. Donc on va fixer 0 parce que c'est le plus indifférent à la distribution. Vous n'avez aucune raison de proposer une autre valeur en l'état actuel des connaissances du sujet. Et puis alors pareil, bah, on comprend que si on part de 0 et qu'on va à 0, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va monter puis ça va descendre. Donc il faut un max. Alors où est-ce qu'il est le max? Bah, le max, il peut être qu'à 1. Il peut être qu'au moment où il y a plus de vin que d'eau ou plus d'eau que de vin. Il n'a aucune raison d'être d'un côté que de l'autre. Quand vous rajoutez les autres contraintes, il y a encore une infinité de solutions. Donc on est encore un tout petit peu coincé et il va falloir trouver finalement un mélange
Donc on va réfléchir à comment on pourrait mélanger l'eau et le vin, et puis on va aller voir éventuellement ce que ça donne par rapport à ces différentes contraintes. Donc, pardon, j'ai quitté le, excusez-moi, je reviens. Ce que je, pardon, voilà. Donc ce que je propose, c'est qu'on dispose d'une bouteille d'eau et d'une bouteille de vin de 75 centilitres. Ok. Puis on commence à mettre 25 centilitres de chaque bouteille dans la bouteille finale qui, elle, fait aussi 75 centilitres. Et à la fin, on va mélanger avec les deux, on va verser de l'eau et du vin, mais on ne sait pas à quelle vitesse du tout. Et dès que la bouteille qu'on est en train de remplir est pleine, on s'arrête. Et on se pose la question, avec ce schéma-là, finalement, quelle loi de probabilité on a? Ben, la loi de probabilité qu'on a, c'est simplement un rapport, je fais un petit peu vite, mais un rapport entre deux lois uniformes entre 1 et 3. En réalité, c'est un rapport entre deux lois uniformes entre 1 quart et 3 quarts, mais ça revient exactement au même qu'entre 1 et 3. Donc on a proposé une façon de mélanger qui aboutit simplement au rapport de deux lois uniformes 1 et 3. Et là, c'est pour ça que depuis le début, je vous mets un élan de requin ici sur la gauche. C'est que depuis le début, en fait, la fonction de densité qu'on obtient, qui est ici, qui se calcule assez facilement, mais il y a eu un tout petit peu de travail, rapport de deux uniformes entre 1 et 3, un petit peu de travail, c'est pas très dur, hein. Et on obtient une distribution en élan de requin. Alors je voudrais juste discuter de deux choses. Un, vous voyez qu'entre 0 pour 3 et pour 0, la densité vaut 0. Vous voyez que le maximum est en 1. Et vous voyez aussi que si vous vous rapprochez, en fait, si vous baladez de 3 vers 1 à la vitesse, une vitesse rapide, hein. En gros, si vous passez de 3 à 2, ça veut dire que de l'autre côté, vous passez de 1 tiers à 1 demi. Eh ben, les intégrales ici sont égales. Ça veut dire qu'en gros, vous vous rapprochez. Et là, a priori, pour l'instant, on a toutes les symétries qu'on souhaite. Mais vous pouvez chercher une autre distribution parce qu'il en existe d'autres. Et peut-être qu'il y a une distribution qui sera encore plus pertinente que celle-là pour répondre au principe d'indifférence. Et là, pour le coup, la probabilité, ça c'est un vrai mystère. Parce que 15 sur 16, c'est exactement la même probabilité qu'on avait obtenue quand on regardait le mélange au vin. Vous regarderez la vidéo. C'est miraculeux parce qu'il n'y a que ça, à ce point-là, évidemment, que ça se croise. Mais c'est assez étonnant. J'en ai fini dans exactement 1 minute, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un dernier problème. Ah non, pardon, j'ai encore ça. Oh là là. Isabelle, tu me donnes encore? Non, je crois que c'est. On a Oui, encore deux vas-y, vas-y, minutes? vas-y, bien sûr, Bon, bien alors sûr. je vais très vite. Juste pour vous dire que quand on parle de probabilité, en mathématiques, évidemment, on se réfère à l'axiomatique de Kolmogorov. On est dans les années 30. Et évidemment, si on veut développer des calculs et des théories probabilistes en mathématiques, on se fonde généralement sur cette axiomatique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des théories des probabilités, il y en a un grand nombre. J'aime beaucoup la théorie de la propension, par exemple, de Popper, qui dit que finalement une pièce, elle a une sorte de propension physique à tomber sur pile ou sur face. Et donc il y a un côté hasard un peu intrinsèque par rapport à ça. Évidemment, il y a la théorie logique de Keynes, hein, on a parlé du principe d'indifférence, c'est ce qu'on appelle une théorie logique. Et puis il y a tout un tas de théories, des théories statistiques, et puis évidemment il y a des théories mathématiques. Donc ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que de mon point de vue, une probabilité, c'est presque sûrement un peu de tout ça. Et résumer la probabilité à l'axiomatique de Kolmogorov ou résumer une probabilité au principe d'indifférence de Keynes ou à la théorie de Keynes ou à une autre, c'est se priver de cette complexité de ce que c'est qu'une probabilité. Et j'en finis avec un dernier petit paradoxe, parce que celui-ci, c'est un paradoxe ouvert. Il faut savoir que, par exemple, il y a eu une thèse qui a été soutenue justement en philosophie analytique à la Sorbonne il y a 2 ans sur ce sujet précisément. On va s'étonner, le sujet est celui-là, hein. Donc, des chercheurs se préparent à vous endormir. Pendant les 2 jours que durera votre sommeil, ils vous réveilleront brièvement, soit une fois, soit 2 fois, selon le résultat du lancer d'une pièce de monnaie équilibrée. Vous avez vu, pas de problème, la pièce est équilibrée. Une fois si c'est face, 2 fois si c'est pile. Après chaque réveil, ils vous endormiront à nouveau à l'aide d'une drogue qui vous fera oublier ce dernier réveil. Vous allez vous réveiller, vous ne savez pas où vous êtes, si c'est votre premier ou votre deuxième réveil. Évidemment, ça dépend aussi du lancer de la pièce. Lorsque vous êtes éveillé, à quel degré devez-vous croire que le résultat du lancer de la pièce est face?
Ben là, sur ce problème-là, il y a une partie de la communauté philosophique et mathématique et scientifique qu'on appelle les tiéristes, qui répondent un tiers, parce qu'en gros, en moyenne, il y a un réveil sur trois où vous vous réveillerez avec la pièce qui est sur face et deux réveils sur trois avec la pièce qui est sur pile. Il y a les demistes qui disent un demi, parce qu'une expérience sur deux, si on répète l'expérience, il y aura une expérience sur deux qui seront des expériences pile, et une expérience sur deux qui seront des expériences face. Et il y a même les doubles demistes, mais là, j'avoue que je passe et j'en ai terminé. Merci.